Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. 21e édition des Koundé. Le palmarès est connu à l'issue du gala de vendredi dernier. After Koundé, Koundé Musique Export. Nous reviendrons sur ce grand rendez-vous des trophées de la musique d'Afrique et cela avec le commissaire général de Koundé, Salfo Soré, dit Japress. Et puis lutte contre la fraude. 200 millions de marchandises prohibées saisies jeudi dernier à Ouagadougou par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Nous ferons d'ailleurs connaissance avec cette coordination, avec celui qui la dirige, Dr Yves Kafando. Et enfin, sport, 29e journée du championnat national de football. L'EFO se maintient en première division pour la saison à venir après une victoire, celle face à l'AS Sonabel, 2-0, c'est le score final, élément de décryptage avec John William Somda. C'est l'essentiel donc pour le déroulé de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle culture. Salif Keketaouf, si vous voulez, Smarty, a été Koundé d'or le vendredi 12 mai au cours de la cérémonie de récompense des meilleurs artistes burkinabés et d'Afrique. Smarty était en compétition avec Alif Naba, Flobi, Greg, Mistania. Et d'ailleurs, Mistania, justement, a remporté le Koundé du meilleur artiste féminin et le Koundé du public. Nous revenons sur la soirée de vendredi. Enfin, la grande famille hip-hop célèbre son deuxième Koundé avec le sacre de Smarty élu Koundé d'or de la musique burkinabé édition 21. Un couronnement qui intervient 13 ans après celui du rappeur Smokey. Ce Koundé, c'est aussi celui du couronnement de l'artiste Salif Louis Keketa, dit Smarty, un ancien membre du groupe de rap Yélène qui a fait vivre et danser la jeunesse burkinabé et africaine. Le Mal Alpha, comme l'appelle ses fans, prix découverte RFI 2013, se voit récompensé à travers toute son œuvre musicale, lui qui a pris le micro pour la première fois en public en 1995 dans le cadre d'un concours de rap. Ce trophée, c'est le symbole d'un travail qui a été abattu depuis longtemps, tant avec Mandoé, tant en solo, et ce n'est pas un trophée, une victoire personnelle, c'est une victoire de toutes ces personnes qui dans l'ombre ont travaillé pour qu'on arrive à ce niveau. Les artistes qui ont été avec moi, pour moi, c'est les meilleurs. Et ils n'ont pas démérité. Et vous avez vu, ils sont montés sur la scène avec moi. C'est pour vous dire que ce soir, personne n'a été au-dessus de l'autre. C'est un choix du jury. Le Mal Alpha a remporté le Koundé de meilleur featuring de l'intégration africaine avec le titre Voyager, chanté avec le groupe Magic System de la Côte d'Ivoire. Si pour le commissariat général des Koundé, c'est Smarty, le public, lui, a choisi Mistania, sacré Koundé du public, en plus de son Koundé de meilleur artiste féminin et meilleur featuring national avec Flobi, dit Baba National, qui a d'ailleurs remporté le prix de l'artiste musicien burkinabé le plus joué en discothèque. Pour les organisateurs, cette édition est une contribution à la résilience. Salfo Soré, dit Japress, commissaire général des Koundé. Particulièrement au Burkina, on a l'insécurité, qui fait que même certains invités de certaines nationalités ont refusé de venir, suivez mon regard. Donc, ce n'était pas forcément évident. Mais je pense que le noyau que nous avons eu aujourd'hui était très représentatif de la culture africaine de façon générale. Et ça nous a permis de mettre en exergue la culture burkinabé et au-delà la culture africaine. Et comme on dit, c'est le Burkina qui gagne et ça montre notre résilience et notre résistance pour montrer que le Burkina reste debout. Soirée d'exaltation et de célébration de la musique africaine par excellence, ces Koundé sont aussi la preuve que le pays des hommes intègres tient debout malgré le contexte sécuritaire difficile. Nous allons gagner la guerre, mais la culture va gagner la paix. Et aujourd'hui, nous sommes heureux déjà de voir que la culture entretient le sursaut national, que la culture entretient l'espoir de notre population. Et je pense que toutes ces images distillées à travers le monde viennent battre en brèche toute cette image négative que l'on tente tous les jours de coller à notre pays. Il n'y a pas que du terrorisme au Burkina Faso, il y a une culture résiliente, une culture riche
une culture créatrice, innovante. Débutés dans les années 1992, les Koundés sont devenus une vitrine par excellence de la promotion de la culture africaine. Depuis sa création, ce festival a à son compte plus d'une vingtaine de sacres Koundés d'or nationaux à son actif. Retour sur ce plateau et nous restons dans le sujet que nous avons introduit donc avec le gala de vendredi dernier et nous sommes avec Salfo Soré, Didia Press, qui est le commissaire général de Koundé. Bonsoir. Bonsoir, Geoffroy. Félicitations déjà. Merci. Merci. On sait qu'il y avait le rapport, il y avait quand même le report de 2022. On connaît le contexte actuel. Justement, c'est quoi le symbole qu'on puisse tenir pour vous ce Koundé-là cette année? Moi, je pense que le symbole reste le même pour le CIAO, le FESPACO, la SNC. C'est le Burkina résilient, résistant. On reste debout. C'est le message qu'on essaie d'envoyer au reste du monde, malgré tout ce qu'on sait, malgré les difficultés. D'accord. On a eu droit donc à une cérémonie, on l'a vu tout à l'heure, c'est haut en couleur, en son, lumière et surtout aussi en émotion pour ceux qui ont ces prix-là. Mais quand on est commissaire général de Koundé, quand on s'assoit et puis on regarde, on est pendant le gala, c'est quoi toutes les émotions qui vous traversent? D'abord, c'est vrai que arriver à réunir toutes ces personnes, c'est pas forcément évident parce que à tout moment, il peut avoir, quand vous annoncez tout ce qui doit participer, vous êtes un peu stressé parce qu'il y a des problèmes d'avion, il y a des problèmes de santé pour les vieilles personnes, les anciens souvent qu'on invite pour créer l'émotion. Tout peut arriver, donc on prie Dieu pour que tout le monde arrive à bon port à temps, pour que la soirée se passe bien. Au cours de la cérémonie, il peut y avoir une interruption de l'électricité. Vous savez qu'on travaille avec des LED. Et après, quand le courant revient, c'est pas automatique. Donc, on veut que tout se passe très, très bien. Ça, il y a tout ça, donc on passe de 100 à 180 sans se rendre compte. Donc c'est comme ça. Il y a la joie, il y a la crainte, et il y a tout ça qui fait que souvent on appelle, on dit ah mais écoute, on ne te sent pas souriant, on n'était pas content, mais en fait il y a d'autres appréhensions. Il y a d'autres appréhensions, c'est clair, et c'est pas forcément celle des artistes qui compétissent. Exactement, et qui attendent un nom qui soit donné ou bien ceux qui viennent participer à la fête. C'est pas la même chose. Évidemment. Et puis il y a quand même Smarty, on l'a vu tout à l'heure, Smarty Koundé d'or. Qu'est-ce que ça fait? Parce que je me dis, ça c'est la petite question d'abord. Vous êtes commissaire général, c'est le big boss. On vous dit le nom avant ou bien vous l'apprenez avec tout le monde? Comment ça se passe? Non, moi j'ai opté depuis le début de Koundé en 2001 de ne jamais chercher à savoir les résultats, de prendre les résultats parce que moi j'ai mes préférences ou bien je peux peut-être ne pas être d'accord comme ça avec le jury. Ça peut arriver. Mais ça, c'est interne. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère ne pas avoir le résultat. Je préfère avoir le résultat en même temps que tout le monde. Bon, ça donne une autre émotion aussi. Oui, ça donne une autre émotion et puis ça me permet d'être toujours solidaire du jury. Voilà. Okay. Là, c'est fait, c'est fait. Et quand on dit Smarty, qu'est-ce que ça fait? Je me dis que l'artiste, vous le connaissez pour être acteur culturel de ce monde-là. Smarty, depuis l'époque de la radio, quand il a commencé avec Hélène, voilà, donc on a des bons rapports aussi, comme tous les autres artistes, et comme les Flo, tout ce qui est en compétition, même la jeune Tania, des bons rapports. Alif Naba, ça on en parle pas. Je veux dire, tous ceux qui étaient en compétition, je les connais presque tous, et puis on est. Voilà. Mais c'est la compétition, c'est pas une compétition dans laquelle l'un doit mettre son ami KO ou tout ça, non, je veux dire, c'est une saine compétition qui crée l'émulation au niveau des artistes burkinabés. Je pense que c'est ce qui déjà même a prévalu à cette manifestation, parce qu'à un moment, on a fait le constat qu'on n'avait pas beaucoup de production, donc il fallait imaginer quelque chose, non seulement pour mettre en lumière ce qui est fait par nos artistes, et en même temps créer une saine émulation, une saine compétition pour créer l'émulation. En fait, c'était ça. Donc voilà. Et quand on dit Smarty, ça pourrait être Smarty, ça pourrait être Flo, ça peut être Miss Tania, ça pourrait être chacun d'eux. Donc et après, il y a le jury, voilà, qui a dû sur certains aspects. Voilà. Donc nous on est solidaire du jury et puis content qu'il ait été publicité sur le champ dans la salle. Évidemment, et même ceux qui étaient en compétition sont venus. Voilà, exactement. Mais ça, c'est quand même une très très belle image.
que tous ceux qui sont en compétition soient là, et qu'après la proclamation des résultats, qu'ils viennent tous ensemble comme un seul homme venir autour du lauréat. Ça, vraiment, la culture burkinabé a gagné quelque chose. C'est-à-dire, c'est une concurrence, c'est une émulation. Exactement. Vous disiez tout à l'heure, pour les Koundé, l'objectif aussi, c'était de bonifier les œuvres, d'en apporter en quantité aussi. Et quand on regarde pour cette édition, ce sont au total 1130 œuvres musicales, 361 clips, 220 albums religieux, 910 œuvres de musique profane, 5 œuvres de musique traditionnelle, 163 artistes féminins, 5 artistes étrangers vivant au Burkina Faso qui ont enregistré du 1er mars 2021 au 28 février 2023. Est-ce qu'on peut dire que ça aussi, ça veut dire que le monde culturel est résilient? En fait, c'est ça. C'est le message qu'on veut passer. Mais malheureusement, quand on fait les conférences de presse, on donne toutes les statistiques, ça n'intéresse pas grand monde. En fait, on veut que les gens aillent voir ce qui se fait. Parce que toutes les sorties ne sont pas couronnées de succès. Mais il y a quand même une sortie, il y a du travail qui est fait et tout ça. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les artistes burkinabés sont très productifs. Voilà, donc il y a beaucoup de produits sur le marché et autres, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a, c'est très beau parce que le contexte n'est pas facile. Donc si le contexte inspire plus les artistes, c'est tant mieux. Voilà, donc c'est une forme de, comme on dit, de résilience aussi, de résistance. Et voilà, nous, vraiment, on est comblés à ce niveau. D'accord. Et résilience, c'est même la thématique centrale de ce Koundé 21e édition. J'ai cité tout à l'heure autant d'œuvres, comme on vient de voir, en compétition. On se dit que la tâche doit être vraiment ardue pour le jury. Ah oui. Comment est-ce que ça se passe en interne? Non, c'est vrai qu'on essaie, dans un premier temps, on a organisé de sorte à ce que les acteurs, certains acteurs au niveau des médias, de façon générale, puissent apporter leur contribution parce que c'est eux qui diffusent, qui couvrent les activités des artistes, qui diffusent les clips pour les télés et autres, et les radios qui diffusent la musique et autres. Donc, on envoie, voilà, il y a des comités qui sont organisés pour faire les sélections dans un premier temps, donc avant même d'arriver aux nominés. Voilà, pour que, au moins, ceux qui arrivent aux nominés déjà soient assez représentatifs de le travail qui est fait. Et on met ça à disposition du jury. Donc le jury ne statue pas sur les 1000 et quelques. Donc déjà sur les 5 par catégorie. C'est déjà tamisé, ça facilite un peu le travail du jury. Et après, voilà, il y a des critères qui permettent au jury d'actualiser et puis de pouvoir, voilà, en fonction de eux aussi leur sensibilité, à un moment de statuer. C'est vrai qu'il y avait, le nom va me revenir, qui disait que sur la question de la désignation, parce qu'il parlait notamment du Koundé d'or cette fois-ci, il a dit que ça ne devrait pas faire l'objet de contestation. Ouais. Parce qu'on sait que derrière chaque artiste, c'est une fanbase, comme on dit, et puis chacun a ses préférences. Mais comment on fait à la fin pour que quand on dise Koundé d'or, même quand il y a le Koundé du public à côté, il y ait ce genre de, comment dire ça, d'unanimité? Non, parce que c'est clair, ça veut dire que le jury statue sur des critères assez professionnels, parce qu'il y a des performances. Et quand vous regardez, bon, les gens ont beaucoup parlé, certains ont dit, ouais, Miss Tania, elle est jeune, pourquoi elle se retrouve parmi... Mais il y a des performances aussi qui sont là. Faire le stade municipal, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà, donc voilà, et puis elle l'a fait, entre autres, et Smarty aussi l'a fait, a eu à le faire. Donc après, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte parce que il y a la qualité des albums, il y a aussi les spectacles que vous avez donnés pendant la période et votre sollicitation sur le plan national, mais sur le plan international. Il y a tout ça qui est mis ensemble qui permet de sortir ce genre de résultats. Et puis, contrairement à ce que les gens pensent, le public est consommateur. Et le public, souvent, est connaisseur. Donc, après, ils arrivent à faire la part des choses. Voilà. Parce que dans le Koundé du public, c'est normal. On n'arrive pas à canaliser, et puis c'est par rapport à un partenaire, vous savez comment ça se passe. Voilà. C'est le voting et tout. C'est le voting, c'est pas limité. Une personne peut donner autant de suffrages qu'il veut, tout ça. Donc, ça fait que, voilà. Après, les gens comprennent. Voilà. Les gens comprennent. Et même si c'est des choses qui sont prises en compte dans la désignation finale, mais à une proportion qui ne permet pas de gêner aussi le jury
qui statue sur des critères très professionnels. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai rappelé les propos de Papus Zongo, que je salue, lui et le commandant. Évidemment, et ses amis qui ont vraiment œuvré pour ce Koundé-là. Il y a donc eu aussi cette année des innovations. On a parlé de Koundé Musique Export, l'esprit. Et puis, est-ce que ça a fonctionné vraiment comme vous le vouliez? Oui, il faut dire que cette année, vraiment, le Koundé Musique Export, tout le monde a salué le concept. Parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui, que ce soit à notre niveau, au niveau du ministère, au niveau du Burkina, la musique, comment l'exporter? Parce que maintenant, on ne doute pas de la qualité de nos artistes. Mais maintenant, comment on l'exporte? Cette musique-là. Parce qu'il faut arriver à ce que nos artistes puissent aller jouer ailleurs et revenir avec de bons cachets, vivre de leur art. Parce que quand vous regardez, il faut que d'abord ils sachent comment ça se passe. Malheureusement, la musique, la production a changé. Les gens ne mettent plus beaucoup d'argent dans la production à cause de la piraterie et tout ça. Donc, aujourd'hui, il faut s'adosser sur des festivals, des tourneurs. Et c'est pour ça qu'on a créé le Koundé Musique Export, parce qu'il y avait du réseautage, des speed meetings. On a fait venir les gens de Sony Music, et Sony Music était représenté, Universal Music était représenté, vous avez les festivals internationaux des arts du Bénin, le festival des musiques urbaines dans Noumambo, qui n'est plus à présenter, Fébia avec Asalfo, vous avez Bamata Art, Ségou Art, vous avez Sahel Festival du Niger qui était là, vous avez Togo Jazz Festival qui était là, vous avez Tal Afrique du Sénégal, donc Babel Music qui intervient par vidéoconférence. Donc ça vous dit que tous ces gens ont donné un peu comment il faut faire pour participer. Donc, ça a permis à certains artistes et leur staff de pouvoir s'imprégner. Il y a eu des partages d'expérience aussi sur les bonnes pratiques pour bâtir une carrière musicale avec Asalfo, par exemple, qui connaît les rouages sur le plan africain comme sur le plan européen parce qu'il pratique bien avec la SACEM, il connaît sur le bout des doigts. Voilà, sur le bout des doigts. Et je pense que ça a été beaucoup instructif pour ceux qui ont participé. Et puis, on a eu l'occasion aussi de faire une présentation d'une solution digitale avec Digitoum pour les artistes musiciens burkinabés. Et tout ça, c'est en expérimentation. Les gens peuvent tenter. Et puis, le soir, ça c'était au niveau du Palace Hotel le matin et puis l'après-midi. Et le soir, au niveau du Sénasa, pendant 2 jours, on a permis à des artistes burkinabés de jouer en live devant ces personnes-là. Pour les showcases, on appelle ça les showcases donc il y avait Marie Gaïri, il y avait Faden, il y avait Kayaoto, il y avait Maria Bissongo, il y avait Greg, il y avait Doshab de Batoro, il y avait Djeli Karim, Enis Goula, Nabaloum, Sissao. Vous voyez, ils ont tous joué en live, chacun passait 20 minutes de prestation. Donc ça permet aux gens de découvrir qu'ils ne connaissaient pas, et même ceux qui les écoutaient, qui n'ont pas d'avoir le potentiel même en live. Exactement. Surtout pour les festivals, pour certaines scènes. Il y a des scènes qui ne permettent pas aux artistes de faire du playback. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que, voilà, surtout en festival, c'est comme la tricherie. Donc voilà. Donc il faut montrer ce que tu vaux sur le plan live. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire tout ça pour essayer de mettre toutes les chances du côté de nos artistes pour que ça tape dans l'œil et puis on ne sait jamais. Voilà. Et quand on dit Koundé, pour beaucoup, on va avoir c'est qui Diapresse nous envoie cette année. Et à chaque fois, il y a une bonne brochette d'artistes qui viennent. Tout à l'heure, vous le disiez, dans le reportage qu'on venait de faire passer, c'est pas facile, il faut convaincre, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Oui. Mais comment vous y parvenez cette année, par exemple, avec cette brochette d'artistes qui viennent? Bon, c'est pas toujours facile, parce que comme j'ai dit, le contexte était difficile. C'est l'occasion pour moi de saluer les partenaires de façon générale, qui sont très éprouvés, surtout les partenaires financiers, les sponsors, comme on avait dit, à cause de la situation, mais qui ont tenu quand même à nous accompagner, difficilement, mais qui ont tenu à nous accompagner. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir proposer des choses, parce que le rêve aujourd'hui, malheureusement, a un prix. Tout a augmenté, que ce soit le prix du kérosène, les billets des avions ont augmenté, les artistes, quand ils viennent, il faut qu'ils voyagent en business, il faut qu'ils dorment dans des hôtels 5 étoiles, d'autres qui dorment même dans cet hôtel 5 étoiles, il faut qu'ils dorment dans une suite. Et tout ça, c'est un coût. C'est un coût, donc s'il n'y a pas de partenaire, c'est difficile. Et après, il y a le choix. Voilà, il faut essayer de trouver des gens qui vont venir et avec nos artistes musiciens burkinabés arriver à sortir quelque chose qui va faire que le public va
pouvoir s'éclater et rêver. Voilà, sur le plan... Il y a nos artistes locaux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez eu Madou Kone qui est venu de Bobo Dioulasso. Vous avez vu Boussous qui est arrivé. Quelle émotion. Voilà, donc le fait de permettre à ces artistes-là encore... Parce que c'est des gens... C'est des précurseurs. Et il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont aujourd'hui musiciens à cause de ces gens-là. Quand on fait venir des gens comme des Zao, mais attendez, il y a des artistes qui aujourd'hui qui sont sur la scène musicale burkinabé qui, au moment où Zao a commencé, bon, ou bien quand il avait ses succès, et il n'était pas même né, il y a d'autres qui, voilà, exactement, mais ça les inspire. Donc, c'est pour nous l'occasion, hein. Et puis, quand vous prenez une dame comme Nahawa Doumbia, attendez, c'est un monument, et qui fait un passage de témoin sur la scène de Koundé à sa fille. Mais tout ça, c'est pour créer l'émotion. Voilà, exactement. Donc voilà. C'est ça le Koundé d'ailleurs. La participation des AO, ça a aussi touché beaucoup. Parce que quand on regarde, c'est quelqu'un qui tombe un peu aussi dans l'oubli, que certains ne voyaient plus. Oui, c'est ça. Et c'est quoi la petite histoire en faisant venir Zao? C'est l'émotion, oui, mais c'est quoi la petite histoire derrière? Non, c'est vrai. C'est vrai que, parce que quand on a commencé les Koundé très tôt, dès la deuxième édition, troisième, on a eu la chance de faire venir à l'époque Gégé Viqué du Bénin, et ça va créer une émotion mémorable. Donc depuis lors on s'est dit bon, ça c'est une carte à jouer à fond. D'abord nous, ça nous arrange, mais ces artistes qui sont dans l'oubli, ça leur permet de revenir un peu au devant de la scène. Et c'est important pour eux. C'est important pour tout le monde parce que c'est pas facile. Hein. Souvent, mentalement, on n'est pas préparé à ça. C'est-à-dire, vous arrivez, strass, paillettes, partout, vous êtes sollicité, votre téléphone sonne, vous n'avez pas le temps, vous dormez pas. Et puis, à un moment, vous avez l'impression que la vie s'arrête. On parle plus de vous. Les gens vous oublient. Et c'est comme ça. Et puis, c'est des humains comme tout le monde, avec leur bobo de santé, parce qu'il y a l'âge qui est là et autres, tout ça. Voilà. Donc, il faut permettre aux gens de venir faire des scènes. On ne sait jamais, parce que les destins sont différents. Donc, c'est pour ça que, bon, souvent, malheureusement, voilà, quand vous avez vu Papa Wemba, c'était au FEMIA, malheureusement. Nous, des fois, on était là, et puis, après le Koundé, ça n'a pas fait plus de 2 mois, et puis, malheureusement, il est parti. Donc, souvent, il faut saisir l'occasion de permettre à ces gens de revivre, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Voilà, donc... Vraiment, Zao, quand on a checké, on a pensé que c'était la bonne carte. Et vraiment, je tiens à le féliciter, à le remercier, parce qu'il a tout de suite joué le jeu. Et vraiment, c'est tout à son honneur. Ouais. Et il y a aussi l'épisode du collectif des féministes du Burkina. Un point de fresque qui est fait. Alors que, bon, on a donné la liste des Koundéables, comme certains disent. Et puis... on apprend que bon, il y a une chanson qui dérange, Safi de Blême, l'artiste Blême. Vous accueillez ça comment? Parce qu'elle dit ce que vous avez écrit. Oui, mais malheureusement, comme je dis, la chanson est sortie depuis plus de 5 mois. Ouais. Voilà, bon. C'est le timing qui est un peu gênant parce que nous, les Koundé, on a fait la conférence de presse, on a sorti le nominé depuis plus d'1 mois. Donc c'est le timing à 1 semaine, 10 jours, alors que tout est déjà... Voilà. Et puis, qui nous connaît individuellement savent que notre éducation ne nous permet pas d'épouser, d'être d'accord avec les gens qui touchent aux valeurs de la femme. Non. On a des épouses. Moi, j'ai vécu avec ma maman sous le même toit et puis mon épouse pendant une 20aine d'années. Donc, je ne peux pas personnellement accepter ça. Mais en même temps, je dis que le timing est un peu gênant. Mais c'est passé par les mailles, pourquoi? Vous n'aviez pas... Non, c'est pas une question de passer par les mailles, c'est une question de... Nous sommes cérémonie de récompense, nous ne sommes pas censeurs, on ne censure pas. Après, le moment où il s'est diffusé, normalement sur les radios, sur les télés et autres, tout ça s'impose à nous, parce que ça crée de la richesse, le gars est répertorié au BBDA, donc ça passe sur les radios, ça passe sur les télés, donc ça engendre des droits d'auteur. Voilà, donc à partir du moment, nous on est obligé de prendre ça en compte. Et puis, il faut faire attention, parce que même quand il est en compétition au Koundé, il n'est pas en compétition par rapport à la chanson. Il n'est pas en compétition dans la catégorie chanson traditionnelle de l'année, ou bien d'inspiration traditionnelle, ou bien meilleure chanson. Voilà. Non. Il est en compétition en tant qu'artiste. Il est révélation, espoir, c'est dans les deux. Mais il n'y a pas que la chanson. Voilà. Et puis, même si vous regardez, avec la décision du CSC, on ne censure pas un artiste.
on censure la chanson incriminée. Mais l'artiste existe à travers d'autres chansons. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, nous demandez-nous de retirer l'artiste totalement. C'était un peu ça. Voilà, parce que c'était pas la chanson concernée. C'était l'artiste. Voilà, c'était l'artiste. Bon, donc la décision du CSC est tombée. Bon, on en a pris acte et puis je pense que nul n'est au-dessus de la loi et puis voilà. Heureusement que quand ça s'est passé, le jury avait déjà statué et voilà, ils ont donné les résultats. Ils avaient les informations, ils ont donné les résultats. Je ne sais pas si ça a influencé ou ça n'a pas influencé, mais dans tous les cas. C'est voilà. LT qui l'emporte donc dans la catégorie. Dans les deux catégories, voilà. Évidemment. Dernière question. Bon, c'est vrai que ça vient de fermer les Koundé 21e édition. Quand c'est comme ça, on se repose un peu, on commence à se projeter pour la prochaine. Oui, mais déjà. On commence à réfléchir parce que on s'est dit bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, déjà on commence à se projeter, on sait que on est en train de revenir sur la date du dernier vendredi du mois d'avril, donc on est déjà à peu près la prochaine date et puis on désorganise parce que c'est pas fini. Mais jusqu'à présent, il y a des artistes qui sont là, qui doivent partir demain, les derniers partent demain, parce que vous savez, au niveau des avions, voilà, non, on n'est pas très, il n'y a pas beaucoup de vols, donc souvent d'autres arrivent plus tôt, ils repartent tard, ou bien d'autres qui arrivent plus tard, ils repartent tôt. C'est pas évident. Donc on est dans la désorganisation, on n'a pas encore le temps de prendre beaucoup de recul pour faire un bilan. Et dans les leçons aussi, parce que pour beaucoup, quand on dit Koundé, il y a une heure de départ, mais c'est pas forcément l'heure de départ. Ces critiques-là qui viennent. Koundé commence à telle heure, mais ça ne commence pas forcément à l'heure. Non, bon, ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, malheureusement. Il y en a qui dépendent de nous, mais malheureusement, il y en a qui ne dépendent pas de nous. Donc, on essaie de jongler pour trouver... D'accord, on l'aura compris. C'est une quête permanente pour pouvoir trouver quelque chose de très carré. Et puis, c'est une grosse logistique aussi. En tout cas, merci d'être passé. C'est moi. Encore félicitations. C'est moi. Voilà. Comme je dis, c'est l'image... comme la même veine que le FESPACO, le CIAO, le SNC, montrer que, voilà, c'est vrai que eux, c'est des événements étatiques, mais nous, en tant que privé aussi, on peut apporter notre contribution pour montrer que, voilà, on peut donner une autre image du Burkina et ça pourrait permettre de galvaniser non seulement ceux qui sont là et puis les gens de l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qu'on a appelés, ils ont dit, mais attends, votre pays, on n'est pas fréquentable. On dit, mais pourquoi? Ah non, c'est en zone rouge, non. Voilà, donc quand ils voient ça, ils vont voir ce qui s'est passé. Et sinon, ils ont vu. C'est ça. Voilà, et puis après, eux-mêmes, ils appellent, ils félicitent. Ah ouais, mais c'était bien votre... Voilà, donc prochainement, je pense qu'ils ne vont pas faire trop de résistance à venir. On l'espère. Merci beaucoup. Un Burkina bien résilient, et c'est ce que le Koundé a montré. Merci et le ministre qui disait, on va gagner la guerre, la culture va gagner la paix. Ouais, c'est tellement bien dit. C'est cela. Voilà, parce que la guerre, c'est les soldats qui gagnent la guerre. Mais nous, sur le plan culturel, les valeurs culturelles et tout ça, c'est ça qui arrive à faire la paix. Et le socle là d'ailleurs. Le socle. Merci bien encore d'avoir d'être passé. Je rappelle que vous êtes responsable de l'agence de communication et d'événementiel Bizarre et commissaire général des Koundé. On va passer à une autre rubrique pour ce qui est de ce JDS, c'est la rubrique Société. Une autre initiative louable, celle des habitants du quartier Sondogo, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, qui se sont réunis pour la saison hivernale qui arrive et se préparer. Et ce 14 mai, ils se sont mobilisés pour aménager la route du quartier qui devienne impraticable évidemment en saison de pluie. Et pour cela, ils étaient nombreux donc à mettre la main dans la pâte. C'est Abdoul Rahim Nigné qui nous propose ce reportage. Un bulldozer qui racle. Des hommes à l'aide de brouettes ou à main nue qui tentent de boucher quelques trous sur la voie publique. Nous sommes dans le quartier Sondogo, dans l'arrondissement 7 de la commune de Ouagadougou, où les riverains ont décidé de se mobiliser pour prévenir les dégâts de la saison pluvieuse. Après avoir remblayé les points de stagnation d'eau sur certaines routes et raclé d'autres pour les rendre praticables, il faut penser à l'évacuation des eaux de pluie. Sansan Bernard Palais, à l'image des autres habitants du quartier mobilisé, dit être convaincu que ce travail leur apportera un ouf de soulagement. Bon, pour ceux qui connaissent bien notre quartier, c'est vraiment le calvaire quand il pleut. Il y a vraiment de la difficulté, beaucoup d'embourbements, des accidents et tout ça. Alors on s'est vite mobilisé entre nos voisins
pour essayer de faire en tout cas une petite cotisation pour pouvoir venir donc à bout donc de cet événement parce que c'est vraiment pas simple, je peux le dire. Pour pouvoir quitter sa maison pour rejoindre la Grande Voie, c'est vraiment difficile. Donc ce qui nous a vraiment motivés à aller dans ce sens. Cet engagement des riverains n'est pas à sa première fois. Sansan Bernard Palais explique que les habitants de Sandogo ont compris qu'il ne faut pas toujours compter sur l'autorité. La preuve, selon lui, est le fait que les promesses du conseil municipal n'ont pas encore été tenues à un moment où la saison pluvieuse s'annonce à grands pas. Ces demandes ont été faites, adressées officiellement. Voilà, on nous a répondu qu'ils allaient effectivement voir, mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. Donc on s'est vu obligés nous-mêmes d'aller de l'avant pour pouvoir gérer nos petits soucis en attendant qu'ils nous viennent en aide. Déjà, il faut dire merci à l'ensemble des voisins. Quand on a lancé le cri de cœur pour les cotisations, il y a eu vraiment de l'engouement, il y a eu on a pu quand même engranger pas mal de sommes pour pouvoir donc commander la terre que vous voyez, et louer donc la machine. Et vous voyez le monde qui est autour. Donc on a des gens qui sont autour vraiment pour qu'on puisse faire ce travail-là. Vraiment l'engouement y est et vraiment on s'en félicite. Sansan Bernard Palais et ses camarades habitants du quartier estiment avoir joué leur partition. Ils invitent de ce fait la mairie à soutenir leurs actions afin de résoudre définitivement les problèmes de mobilité dans ce quartier périphérique de la capitale en saison pluvieuse. Après cette initiative partagée dans la partie société de ce JDS, nous passons à une autre rubrique, c'est celle économie. Et en économie, nous allons nous intéresser à l'action menée par la Coordination nationale de lutte contre la fraude qui a saisi, on s'en souvient jeudi dernier, en plein cœur de Ouagadougou, des cigarettes, des piles, des amphétamines, toutes des marchandises prohibées. La valeur, environ 200 millions de francs CFA. Nous échangeons justement sur la coordination, mais avant, le reportage. Ce sont cette marque de cigarettes, des amphétamines et bien d'autres produits prohibés et interdits de vente sur le territoire national qui ont été saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude dans la nuit de ce jeudi 11 mai au marché de Kola à Ouagadougou, estimé à près de 200 millions de francs CFA. Selon le coordonnateur national de lutte contre la fraude, la saisie de ces produits ont été possible grâce à une enquête menée par une de ses équipes. Nous avons eu l'information qu'il y avait des produits qui sont prohibés et entreposés effectivement dans ces lieux. Et nous avons mené l'enquête minutieusement et ce soir nous avons donc opté de procéder à l'examen effectivement à la visite de ces magasins. Fort malheureusement, nous découvrons des produits prohibés, notamment de la cigarette de tout genre. Vous voyez un peu Gold Seal, ici, Burn, Time. Nous avons une variété de cigarettes Oryx, plus de 6 à 7 variétés. Ce sont des produits qui sont prohibés. L'importation effectivement de ces types de produits ne sont pas autorisés au Burkina Faso. Et je pense qu'aucune autorité administrative ne peut délivrer le document pour ce type de produits. Voilà, donc nous allons procéder à la saisie de ces marchandises. Ces produits prohibés, selon toujours le coordonnateur national, sont rentrés dans la capitale burkinabé à l'aide des tricycles avec la complicité d'une tierce personne. Une pratique de fraude nuisible à l'économie burkinabé déjà affectée par la crise sécuritaire. C'est déplorable parce que tel que c'est emballé, nous constatons effectivement que c'est rentré par des tricycles. La plupart de ces types de marchandises que nous voyons, les contrebandies que nous tractons dans les axes, en brousse, ces types de marchandises sont conditionnés comme ça, et c'est à travers des tricycles. Tout le temps on les attrape, on les appréhende, on les arrête, mais malheureusement, ils ne peuvent pas rentrer du coup avec cette grande quantité. Voilà, c'est des tricycles qui rentrent avec ces types de marchandises telles qu'elles sont emballées par expérience. Voilà, bon, mais il appartient effectivement aux propriétaires donc, de ces marchandises, quand nous allons le bouchonner, qui vont nous donner plus d'informations de comment c'est rentré. Selon Yves Kafando, le message reste le même. La collaboration franche de la population avec les agents de la coordination nationale, chose qui va sans doute permettre de lutter efficacement contre la fraude au Burkina Faso.
Un sujet que nous abordons à présent et nous allons faire connaissance, comme nous le disions en titre, avec justement cette coordination nationale de lutte contre la fraude. Je suis rejoint pour cette partie économie, comme il est de coutume, par David Nana. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs de Truth TV. Et ensemble, on reçoit sur notre plateau celui qui est la tête notamment de cette coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Yves Kafando. Bonsoir. Bonsoir, M. Godefroy. C'est un plaisir de vous recevoir. Et je vais permettre à David de poser la première question. D'accord. Comme tu l'as si bien dit en début, on va faire beaucoup de pédagogie. Alors donc, depuis le 11 janvier, vous avez été nommé à la tête de cette coordination. Pour certains, c'est une découverte, notamment à travers vos actions. Pour d'autres, c'est davantage des actions qui étaient connues. Mais faisons donc de plus en connaissance. Parlez-nous un peu de cette coordination. Quand est-ce qu'elle a été mise en place? Quelles sont ses missions? Comment cette coordination fonctionne? Alors, merci pour l'opportunité que vous m'offrez à ce que je puisse m'exprimer sur les actions de la coordination. D'emblée, je suis Yves Kafando, le coordinateur national de lutte contre la fraude. Alors, la coordination nationale de lutte contre la fraude est une structure qui est rattachée au ministère en charge des Finances, ministère de l'économie et des Finances et de la prospective. Et la structure elle existe depuis 1994. Ça fait bientôt 29 ans que la structure existe. Et la structure a pour mission première de la mise en œuvre de la politique de lutte contre la fraude en matière fiscale, en matière douanière, économique et environnementale. Il faut dire que la coordination à travers ces actions de lutte contre la fraude, elle travaille bien entendu en tandem avec les populations. D'accord. Justement, comme tout à l'heure David l'expliquait, on va faire d'abord de la pédagogie. Qu'est-ce qu'il faut entendre par fraude? Alors, il faut entendre par fraude toute activité ou acte qui est posé en violation de la loi sur le plan commercial, en violation donc des règlements qui régissent l'activité commerciale. C'est vraiment ça qu'il faut entendre par fraude. D'accord. C'est toutes les activités qui sont menées en violation de la loi et de la réglementation sur les activités commerciales. Et pour celui qui nous suit, c'est pas tout le monde qui maîtrise les lois, les cas les plus fréquents que vous retrouvez sur le terrain, généralement, ce sont lesquels? C'est de la contrebande. C'est de la contrebande, ça veut dire que ce sont des marchandises qui sont rentrées sur le territoire par des voies détournées. Et cette contrebande est une activité qui se nourrit de plus en plus. Voilà. D'accord. Parce qu'on a vu tout à l'heure avec le reportage, une saisie comme ça, on parle de 200 millions en gros. On sait que ça c'est des pertes énormes pour notre économie. En termes d'impact, comment est-ce qu'on peut estimer sur, je me dis, par exemple sur l'année, parce que pour une seule saisie comme ça, quand on est à 200 millions, on se dit, je sais qu'il n'y a pas longtemps, vous avez eu encore à en faire, et à chaque fois c'est un peu récurrent. C'est d'abord de la concurrence déloyale pour ceux qui sont dans le même secteur sur certains produits, et puis il y a aussi le caractère dangereux, parce qu'il y en a qui rentrent ici, mais qui sont des dangers pour la santé, pour autre chose. En termes d'impact, est-ce qu'on peut quantifier un peu? Alors, il faut dire que c'est vrai que ces activités écorchent l'activité commerciale, l'économie de notre pays. La dernière en date de la nuit du 11 au 12, qui porte effectivement sur la cigarette. Et vous en souviendrez que le gouvernement a instauré le fonds, la taxe spécifique, le fonds spécial patriotique sur le tabac. Et ce type de produits qui sont rentrés effectivement par des voies détournées viennent en concurrence des produits qui payent régulièrement les taxes sur le territoire. C'est dire qu'elles vont venir porter une atteinte au bon recouvrement de ces taxes qui auraient peut-être servi pour la lutte contre le terrorisme. Donc c'est vrai, c'est des activités qui sont entre autres menées, qui portent négativement une atteinte grave à l'économie de notre pays. Et je pense que ce sont des activités qui sont de nature à ternir un peu le développement économique.
Ça, on comprend. D'accord, je le disais en début, pour certains, on vous découvre. J'ai envie de dire que c'est parce qu'on voit davantage beaucoup d'actions de votre part. Vous l'avez dit, ça fait 29 ans que la coordination existe. Alors, sans que vous ne rentrez dans les secrets de Dieu, dévoiler vos stratégies, comment se mène une opération de saisine comme celle du 11 mai? D'où on part? Quelles sont les étapes qu'on suit et comment on arrive à l'aboutissement? Alors, je l'ai dit toujours, et sans la population, la coordination n'aura pas de résultat. Il appartient à la population de travailler en collaboration avec la coordination et pour que nous puissions avoir des résultats que vous constatez. Et à côté, effectivement, de ces populations, se trouve à la coordination des hommes et des femmes qui travaillent nuit et jour à investiguer, et que je salue d'ailleurs au passage. Je tiens à les féliciter et qu'ils puissent continuer dans cette dynamique parce que les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de leurs actions. Et là où ils sont et qu'ils m'écoutent, et trouver à travers cela les encouragements et mes félicitations à continuer cette dynamique. Pour dire que le premier vecteur de lutte contre la fraude, ce n'est pas la coordination. Le premier vecteur de lutte contre la fraude, c'est la population. La coordination nationale de lutte contre la fraude est le bras technique, le bras policier. C'est la coordination, la population de nous aider avec les informations, le renseignement. À partir de cela, la coordination rentre en branle. Le bras technique, nous allons investiguer, mener des actions pour vérifier si les informations qui nous parviennent sont fondées. Et si elles sont fondées, bien entendu, nous mettons en œuvre effectivement le scénario pour pouvoir appréhender les éventuels contrebandiers. Donc voilà un peu comment nous fonctionnons. Mais c'est vivement un appel à une franche collaboration des populations parce que sans la population, la coordination ne pourrait pas obtenir de résultats. C'est vrai aussi que on voit souvent ces opérations qui sont menées. On vient des fois avec nos caméras pour constater ce qui se passe. On est souvent même surpris. Mais on a cette impression-là, c'est que cette contrebande, cette fraude-là, elle a la peau dure. Les gens se demandent, mais est-ce que ceux qui sont attrapés là payent vraiment le lourd tribut pour les actes qu'ils ont posés? Parce que quelquefois aussi, on a des éléments. Moi, je ne vais pas rappeler une affaire qui était liée à, bon, je ne vais pas citer la marque de boisson, mais qui était liée à une marque de boisson qui était fabriquée de façon un peu frauduleuse et tout. On a vu les débellés en justice. Après, même les hommes de droit nous ont dit, le problème c'est que souvent nos textes là ne sont pas durs en termes de répression. Je parle de temps de sommes à payer, tout comme par exemple même du temps à passer en prison quelquefois. Est-ce que sur ce chapitre-là, malgré vos efforts, il y a une suite qui est donnée avec nos textes? Alors, quant à la sévérité des textes, vous savez, la coordination nationale de lutte contre la fraude est une structure d'application des textes et des lois. Et quand nous sommes en face d'un contrebandier, quelqu'un qui a enfreint à la réglementation, deux procédures s'offrent à lui. La première des procédures, c'est la transaction. L'État a été lésé face à une situation, vous avez été interpellé, et nous allons œuvrer à ce que l'État soit rétabli dans ses droits. Ça, c'est la première des options. Et cette transaction, elle met fin effectivement à la procédure judiciaire. Alors, la deuxième option, c'est la procédure judiciaire. L'intéressé peut dire que, bon, il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, ou bien il n'opte pas pour la voie transactionnelle, il opte pour la voie judiciaire. Alors, véritablement, c'est deux possibilités qui sont offertes. Maintenant, au niveau de la transaction, à côté des faits, des observations, des griefs commerciaux qui sont donc observés ou constatés, il peut avoir des infractions qui ne relèvent pas de la compétence de notre structure, comme on le dit communément, qui relève du droit commun. Il appartient effectivement au procureur, c'est à lui qui revient l'opportunité de la poursuite ou pas. Voilà, je vous donne un exemple, quelqu'un qui mène une activité de fraude et qui, avec son moyen de transport, commet un accident, il ne s'arrête pas, il continue. Mais nous, on l'a attrapé, c'est une activité de fraude. Il va subir la rigueur de la loi sur le plan transactionnel. Mais le fait d'avoir commis un accident derrière ne relève pas de nos compétences. Voilà, nous, on aurait fini notre travail
et l'opportunité effectivement de poursuivre cette situation ne relève pas de nous. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Donc quand nous on finit notre travail, on transmet le dossier au niveau donc du procureur qui apprécie l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre. D'accord, c'est intéressant parce que là vous nous parlez de deux points, le caractère transactionnel en option et celui qui dit il ne reconnaît pas les faits, il veut aller un peu plus loin, il va en justice. Mais le caractère transactionnel, quand je prends par exemple quelqu'un qui se rend coupable de ce qu'on a vu tout à l'heure avec des produits prohibés et tout, est-ce que la transaction elle est possible sur tout type de marchandises? La question que je pose, la première, est-ce qu'elle est possible? C'est des cas, parce qu'il y a des cas de fraude, il y a des cas de contrefaçon par exemple, c'est pas seulement l'État, il y a aussi peut-être dans la contrefaçon, il y a la marque en question à laquelle vous faites subir des préjudices. Est-ce que dans ce cas de figure-là, il y a des transactions qui peuvent permettre de tout fermer là? Alors, ce que je veux dire, tous les cas de figure ne donnent pas effectivement une transaction. Okay. Je vais vous donner un exemple plus simple. Quelqu'un qu'on appréhende qui a de la drogue. On ne va pas souhaiter transiger. Voilà, c'est un produit extrêmement dangereux. Voilà, et on va dresser les procès verbaux et le transmettre au procureur qui va effectivement dérouler la suite de la procédure. Mais il y a des cas, par exemple, des marchandises qui sont autorisées à être commercées sur notre territoire. Okay. Et l'intéressé a introduit la marchandise par des voies détournées. Les services n'ont pas vu. On l'a appréhendé. L'activité est légale. Okay. Mais il n'a pas respecté la procédure. Alors nous allons donc rétablir l'État dans ses droits. Voilà, et après avoir rétabli l'État dans ses droits, il paie des pénalités et des amendes. Et c'est en cela que nous disons que ce type d'infraction met fin à la procédure judiciaire. Okay. Parce qu'il peut décider de ne pas opter pour la transaction. Il dit, bon, écoutez, moi je suis en situation irrégulière vis-à-vis de la loi. Écoutez, je ne veux pas transiger. Je souhaite que vous portez l'affaire devant les tribunaux. Nous, on transmet et la justice... Et quand vous avez affaire à un récidiviste, est-ce que la transaction, même quand on est dans une activité légale, elle peut être proposée? Oui, même si on est dans une activité légale, la transaction est toujours proposée. Parce que c'est plusieurs fois. Après plusieurs fois. Quelqu'un vous attrape plusieurs fois. On l'attrape plusieurs fois, l'activité est légale, il peut transiger. Parce que l'objectif, c'est de rétablir l'État dans ses droits. L'État a besoin des finances publiques. Nous allons infliger les finances, la rigueur de la loi. Quant au paiement des pénalités et des amendes, l'État en a besoin. Vous savez que nos États sont pauvres. Il faut les finances publiques pour faire fonctionner l'État. Même si c'est un récidiviste, il paiera les pénalités et les amendes. Maintenant, à côté de son activité, s'il y a des infractions que le procureur estime qu'il peut poursuivre, il poursuit et l'intérêt se retrouve en prison. Voilà un peu. Il ne faudrait pas que ce soit un coup de poker. C'est ça, parce que... il faut que je précise quelque chose. Oui. C'est-à-dire, si c'est un récidiviste, on ne va pas être traité comme si c'était pour la première fois. Okay. Mais l'objectif aussi, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas mener des activités pareilles dans l'avenir. Okay. Donc la rigueur des amendes peut être encore plus sévère. Mais je vais vous donner un exemple simple. Voyez par exemple la situation du poulet. Plus de 100 millions de valeur. Mais quelqu'un qui paie plus de 100 millions, c'est énorme. À côté de cela, il va venir payer des amendes et des pénalités. Ça serait difficile qu'il se lève. Et donc, dans la plupart des cas, il est vraiment difficile qu'on ait des récidivistes vraiment dans une activité de contrebande. C'est vraiment difficile de voir cela, parce qu'à partir de la première amende, il faut vraiment être vraiment très nanti pour pouvoir revenir et puis reprendre cette activité. Comme si rien n'avait été fait par le passé. Parce que c'est intéressant ce qu'il est en train de dire, parce que quand on prend le cas des 100 millions de poulets, c'est vrai que c'est 100 millions en termes quantitatifs, mais après aussi il y a des répercussions sur 24 ou 22 millions de personnes qui allaient peut-être consommer ce poulet, qui allaient avoir des problèmes de santé. Donc si c'est seulement toucher sa poche sans que cet acte d'incivisme, appelons-le comme ça, ne soit sanctionné, est-ce qu'il n'y a pas aussi... Non, ce que je dis, nous sommes une structure d'application des textes. Si les textes nous disent que nous devons faire comme ça, nous faisons. Ici, il appartient aux législateurs d'apprécier. S'ils estiment que les sanctions ne sont pas sévères,
qu'il revoie et puis nous appliquons. Si on nous dit que le fraudeur, on doit l'accompagner dans son magasin, nous l'accompagnons. Si on nous dit que le contrebandier, nous devons l'amener à la place de la nation pour que vous les journalistes, vous venez le filmer, l'exposer à la population, 22 millions d'habitants, nous on le fait. Ça dit, nous appliquons les textes. Ce que les textes disent, c'est ce que nous faisons. Si nous sommes face à un récidiviste, nous pouvons transiger. La loi n'a pas dit que quand c'est un récidiviste, il ne faut pas transiger. La loi est claire là-dessus. On comprend que c'est peut-être des insuffisances au niveau de nos lois. Il y a aussi cette incompréhension parfois dans vos actions de certains profanes. Je m'inclus aussi parmi ces derniers. On dit très souvent que vous procédez par incinération. Et on se rappelle qu'il y a eu une année où des tenues, je pense que c'était le pagne qui était saisi et qui avait été incinéré. Des voix s'élevaient pour dire, mais pourquoi incinérer ces produits-là au lieu de les mettre à profit des personnes dites démunies? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Cette question renvoie à la question précédente. Vous savez, toutes les administrations qui exercent, ce sont des administrations d'application des textes et des lois. Si les textes disent qu'il faut incinérer, nous allons incinérer. On ne peut pas faire autre chose que ça. Parce qu'on ne peut pas s'arroger le droit de donner une destination qui n'est pas prévue par les textes. En ce moment, nous allons commettre une faute professionnelle. Maintenant, je suis d'avis avec vous que c'est choquant. Peut-être autrefois, ces textes peuvent dater d'une certaine époque et aujourd'hui ne reflètent pas la réalité. Je peux être d'avis avec vous qu'on peut revoir les textes. Mais jusqu'à l'étape actuelle, c'est ce que les textes disent. Bon, on ne peut pas vraiment aller en marge de cela. D'accord. Justement, quand on regarde, c'est souvent de fortes sommes que ceux qui sont appréhendés là, en tout cas, ça concerne de fortes sommes. D'abord en termes de perte pour eux, parce qu'ils ont forcément investi pour faire entrer ça. Et après, si vous attrapez, même s'ils vont à un genre de conciliation, en tout cas la transaction, ils vont encore payer. Mais derrière ça, est-ce que vous ne recevez pas de menaces? Parce qu'il y a des institutions qui, au regard de certains enjeux, n'ont pas caché d'être souvent très menacées ou d'être dans la ligne de certaines personnes. Au niveau de cette coordination, ça va? Oui, il faut dire que dans la rupture prônée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, aucun Burkinabé, il n'y aura plus de super Burkinabé au-dessus donc des lois et des textes. Donc depuis lors que nous sommes là, nous n'avons pas encore reçu une menace de quelque nature qu'elle soit par rapport à une situation que nous sommes amenés effectivement à constater. Sur ce plan, je peux vous rassurer que nous faisons aussi l'effort quand nous posons des actions de sensibiliser la population que nous trouvons sur les lieux, les expliquer le bien fondé avant effectivement de procéder aux opérations. J'en veux pour preuve. Hier, nous avons mené une activité. Mais quand nous sommes arrivés, la population ne comprenait pas. On a pris le soin de les expliquer pendant plus de 30-40 minutes. Mais quand nous avons mené nos investigations et après, mais c'est eux-mêmes qui sont sortis nous féliciter. Il y avait une liesse populaire qui nous disait vraiment qu'ils sont satisfaits de ce que nous faisons parce que ça les permet aussi, eux, de se rassurer qu'ils sont dans un environnement suffisamment sain. Bon, donc tout ça, c'est de la sensibilisation. Je pense que le message aussi, il est clair avec la rupture que nous observons aujourd'hui sous le leadership du capitaine, président de la transition. Et il n'y a vraiment pas de menaces que nous recevons jusqu'à présent. D'accord. Une question pour vous. Et puis... Une dernière. Donc je vais la réserver pour celle-là qui me taraude un peu l'esprit. Ça me vous donne un tout petit peu. Il y a forcément cette lutte-là que vous menez sur le terrain, mais il y a aussi ce qui est dénoncé très souvent aussi, cette, j'allais dire, concurrence déloyale entre, par exemple, les agents de l'administration publique et ceux qui ne sont pas. Et lorsque dans vos activités, il arrive que en plus de ne pas être légal, c'est-à-dire être fonctionnaire et exercer une activité commerciale, il arrive que vous mettez des mains sur ces gens de cas-là. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, il faut dire que dans un premier temps, quand nous investiguons, nous ne savons pas qui est derrière cette activité. Qui est derrière, nous recherchons la fraude. Et dès que nous trouvons la fraude, nous cherchons à rentrer en contact avec le propriétaire de cette marchandise. Mais depuis que nous sommes là, je n'ai pas encore connaissance d'un dossier de fraude qui renvoie effectivement à un fonctionnaire. Mais ce que je peux vous dire sur cette question,
l'activité du fonctionnaire et l'activité commerciale, il y a une incompatibilité. Et le fonctionnaire ne devrait même pas en principe exercer une activité commerciale. Et notre tribunal n'est pas compétent pour connaître ce type de dossier parce qu'effectivement, il y a une incompatibilité dans la profession. Mais il peut avoir la chance, c'est-à-dire si un fonctionnaire exerce une activité de façon régulière, il peut avoir la chance de ne jamais être sur notre chemin parce qu'on ne saura pas que c'est un fonctionnaire. Nous, on recherche d'abord la fraude. Et quand la fraude va nous amener maintenant vers le propriétaire de la marchandise, qu'on pourra découvrir que c'est un fonctionnaire ou pas. Mais il y a vraiment une incompatibilité, il ne devrait pas en principe, et notre structure n'a pas encore connaissance d'un tel dossier. Mais si nous rencontrons un cas comme ça, nous allons transmettre le dossier rapidement au procureur parce que notre tribunal n'est pas compétent. D'accord. C'est vrai qu'au départ, on avait ce mot-là qui était très intéressant. Vous disiez, tout ce que vous faites, c'est d'abord parce que les populations adhèrent. Les populations sont d'abord la matière première, parce que c'est elles qui dénoncent. Pour terminer, comment? Peut-être que quelqu'un nous regarde, il s'est dit, bon, il y a des choses pas nettes dans mon quartier là. Le gars, il faut rentrer souvent des choses nuitamment, dans un genre d'entrepôt qu'on ne comprend pas. Mais il s'est dit, bon, est-ce que celui-là, j'ai regardé, où je peux aller? Comment est-ce que je peux les joindre? Voilà. Alors, il faut dire que la coordination dispose de 2 numéros sur lesquels on peut alerter tout cas ou tout soupçon de fraude. Parce que dans un premier temps, quand on alerte, on ne sait pas si l'activité est légale ou elle est illégale, mais c'est toujours mieux d'alerter pour que les services compétents puissent apprécier la régularité de l'opération ou de l'activité. Alors, la coordination est joignable au 70 12 27 55. 70 12 27 55. À côté de ce numéro, nous avons un second numéro qui est le 67 76 76 35. Ils sont garantis d'avoir cet anonymat-là et ne pas avoir de problème. Oui, la loi nous oblige de garder l'anonymat parce que nous ne pouvons pas dire qui nous a donné l'information. Si nous disons ça, nous tombons sous le coup de la loi. Il y a un anonymat total. Ils peuvent se rassurer de cela. Ils ne seront jamais inquiétés. Merci bien, Dr Ika Fando, d'être passé sur notre plateau. Ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de la lutte contre la fraude, donc à la tête de cette coordination-là. Merci à vous aussi d'être passé. Merci bien. On va terminer, nous, avec la dernière ligne droite de ce JDS, journal du dimanche au soir, et c'est la partie sport. « 29e journée du championnat national de football et nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé ce week-end-là. Les Faux qui arrivent à se sauver grâce à une victoire, c'était face à l'AS Sonabel, 2-0, c'était au stade municipal Issouf Joseph Konombo de Ouagadougou, le 13 mai, une rencontre sur laquelle nous revenons avant un échange sur ce plateau. C'est fait. L'étoile filante de Ouagadougou, maintenue en première division. Longtemps menacée de relégation, la reine des stades a enfin poussé un ouf de soulagement. Dans cette rencontre, la première occasion est du côté des électriciens. Ce long ballon arrive à Ben Mokhtar Zerbo, qui fait un crochet, mais son tir est capté par le gardien. C'est le tour des étoilés de se créer la première occasion. Sur cette frappe de Martin Nokoto, c'est le portier des électriciens qui se déploie, mais pas que ça seulement. L'étoile ouvre le score l'instant après, sur ce coup franc bien exécuté par Ange Syriac Ouedraogo. Les électriciens ne peuvent que constater les dégâts. Un but à 0 à la pause. En seconde période, les étoilés mettent tout de suite le pied sur le ballon et le deuxième but dans cette combinaison. Camille rend le ballon à Franck Aziz Kiemdje qui conclut. Les étoilés étaient tout proches du troisième, mais le ballon passe à côté. 2-0 au coup de sifflet final. Le Faux obtient son maintien après la défaite de son concurrent direct, le Real du Faso.
Un ouf de soulagement pour l'encadrement technique, mais aussi pour les dirigeants. L'objectif a atteint, parce que notre objectif là c'était pouvoir maintenir cette équipe, parce que je suis venu pour ça, c'était pour le maintien. Et Dieu merci, ce soir nous sommes maintenus. Et juste vraiment je suis très content parce que ce soir je pense que la famille bleu et blanc, tout le monde va bien dormir. Et la dernière journée on va le jouer aussi. On va le jouer déjà, c'est un match qui va nous permettre de préparer aussi la finale de la Coupe du Faso. Et je pense qu'on va les jouer à fond aussi pour prendre les primes et puis changer notre rang. Aujourd'hui, nous sommes contents du résultat. Nous avons félicité les joueurs et nous allons également tenir nos engagements vis-à-vis des joueurs parce qu'il y a des arriérés de salaire. Nous allons éponger ces arriérés de salaire, Inch'Allah, parce qu'en termes de primes, nous n'avons pas d'arriérés de primes. Ce soir, la prime est sur place. Donc, nous pensons que d'ici là, les salaires, tout va rentrer dans l'ordre pour que nous puissions jouer une Coupe du Faso qui permet aux acteurs du football d'être vraiment à l'aise. Une contre-performance que déplore le maître à penser des électriciens qui étaient venus pour les 3 points. Une défaite qui peut-être va nous faire reculer en classement parce que l'objectif c'était d'engranger les 3 points pour remonter un peu au niveau du classement. Mais bon, malheureusement, on n'a pas su rentrer dans le match rapidement. L'adversaire en voulait plus que nous. On a essayé de mobiliser la troupe pour que cette petite fête qui s'était engagée après le maintien disparaisse. Mais bon, je crois qu'il y a toujours ça dans les jambes. En attendant la dernière journée, l'étoile filante de Ouagadougou obtient son maintien après la défaite du Real du Faso, tout comme son adversaire du jour, l'AS Sonabel. Un bon point que nous faisait Hyacinthe Savadogo. Nous sommes pour ce dernier plateau du JDS avec John William Sonda. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Et comme on va parler EFO, on est avec le secrétaire général du comité exécutif de l'EFO, Sané Ablassé. Bonsoir. Bonsoir. Sauvé de justesse, hein? Oui. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Avant de dire oui, il dit ouf. C'était chaud. C'était très chaud. Mais avant de parler de notre championnat national, quand même, il y avait nos U17 qui ce soir, juste au bout du bout, n'ont pas pu nous envoyer cette qualif-là pour la finale. Et ça a été tengan comme ça entre le Sénégal et nous, jusqu'au tir au but. Et c'est le dernier tireur qui loupe. Alors que quand on regarde sur toute la rencontre, c'est vrai qu'on a eu un Sénégal qui était très fort. Mais on a eu des U17 étalons qui étaient à la hauteur. Revenir pratiquement jusqu'à la fin de la rencontre au score, il le fallait. Et ils sont allés chercher dans le tréfonds quand même. Oui, bien sûr. Je pense que c'est une équipe des U17 des étalons qui ont joué d'égal à égal avec le Sénégal. On le dit couramment, il y a les yeux dans les yeux. Ils ont la chance d'être remis dans le bain par ce pénalty raté donc, par les Sénégalais. Ils égalisent plus tard. On se dit oui. Quand on revient à un but partout à 10 minutes de la fin et qu'on va à la séance de tir au but, logiquement on doit avoir l'ascendant psychologique. C'est ça. Et ça se passe donc assez mal. Le dernier tireur, Suleiman Aliou, l'un des meilleurs étalons de cette CAN, 2 fois homme du match, auteur d'un doublé face au Cameroun qui voit son ballon ricocher sur la barre transversale. Oui, bien sûr. Donc, ce qui élimine de facto les étalons. Mais je pense que c'est une très belle équipe des étalons qu'on a pu voir. C'est une équipe qui a prouvé que dans sa catégorie, aujourd'hui sur le continent, elle faisait partie des tout meilleurs, qualifiée pour les demi, de facto qualifiée pour la Coupe du Monde. Je pense qu'ici, on a une grosse bassine, on a l'eau, le bain comme on dit, on a les bébés. Alors, il faut choisir. Il ne faut pas tout jeter. Au contraire, il faut tout garder. Et la preuve, on voit que Manuel Ouedraogo est quand même meilleur joueur. Homme du match. Homme du match. Oui. Même si on a perdu, ça veut tout dire. Il y a eu un bon visage qui a été montré par ces garçons. Ce qu'il faut prouver, ce qu'il faut disons, préciser, c'est qu'à chaque match du Sénégal depuis le début de cette compétition, l'homme du match a toujours été un Sénégalais. C'est la première fois que les Sénégalais donc, ne remportent pas ce titre honorifique d'homme du match. Non, je pense qu'on a une belle équipe.
en droite ligne de celle qu'on a toujours vue lors des CAN des U17. Il faut préciser jusqu'en 2011, le Burkina détenait le record de participation dans cette compétition. En 2011, on avait fait 3 finales, une victoire, 2 deuxièmes places. On avait fait une 3e place à la Coupe du Monde. On n'a jamais été ridicule dans cette compétition. Et pour preuve, on arrive en demi-finale. Et je pense que c'est quand même le fruit du travail qui a été fait par toutes ces académies. Il faut donc les féliciter. Quand je parle d'académie, je parle de Raimo, je parle de New Star, je parle de Real du Faso, je parle de Tenakrou. En fait, toutes ces académies que je ne pourrais pas citer. Le Burkina est dans le droit chemin, reste maintenant à savoir travailler pour permettre à ces garçons-là d'aller au bout de leur rêve. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'un garçon comme Suleiman Aliou, qui a été 2 fois désigné donc homme du match, est société de New Star. Et New Star n'est nul autre que le partenaire Afrique de l'Ouest du club de Ajaccio en France. Donc on peut logiquement se dire que Suleiman Aliou à ses 18 ans a la possibilité par exemple de partir rapidement en France. Et Camara, le capitaine, c'est un associé de Raimo. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Il suffira seulement de continuer à travailler parce que demain ça peut nous rapporter des lauriers. Le Sénégal est passé par là. C'est ça. Voilà, ils ont rapporté donc le CHAN, la CAN des juniors, la CAN beach soccer. Et ils sont bien partis pour remporter la CAN des cadets. Demain, ça pourrait être le Burkina Faso. Justement, Ablassi, vous avez pu regarder le match. Il y avait beaucoup de confiance jusqu'à la fin, ou bien on s'est dit, surtout avec le penalty, on s'est dit, les choses sont en train de tourner en faveur du Burkina. Mais bon, en définitive, c'est sur des enfants qui sont tombés. Mais je pense aussi qu'il y a une leçon à tirer. Avec le Sénégal, quand on regarde les Sénégalais jouer, vous sentez qu'il y a, comment dire ça, il y a une vraie complicité. Sans qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Mais nos petits, il y a de vraies individualités sur lesquelles il faut continuer de travailler. Je pense qu'il y a de l'espoir. Oui, à mon niveau, je pense effectivement qu'il y a de l'espoir. Je vais aborder dans le même sens que M. Somda. On a en tout cas de la matière au niveau de la petite catégorie. Il va falloir qu'on arrive en tout cas à mieux nous organiser. On parlait tout récemment de Noussa. L'une des révélations au niveau de l'IFO cette année, c'est un pensionnaire de Noussa en la personne de Blé Matin. Vous voyez, ça veut dire qu'au niveau de certaines académies, il y a du sérieux et il va falloir que la fédération arrive en tout cas à coordonner pour qu'au niveau des petites catégories, on puisse en tout cas avoir des équipes compétitives. Et ce sont ces équipes compétitives qui vont nous amener en tout cas une des Coupes d'Afrique en senior et pourquoi pas le mondial. D'accord. En tout cas, c'est un espoir cher qu'on garde. On va parler de la Ligue 1 à présent. Évidemment. Avec bien entendu l'Étoile filante de Ouagadougou qui se sauve de justesse. De justesse. C'est difficile à le dire, mais il y a une saison, l'IFO perdait le titre de justesse. Et cette saison, elle se sauve de justesse. La première question que je m'en vais poser à Blassé Sané, c'est de savoir comment on passe d'une équipe qui est championne à 2 minutes près, d'une équipe qui échappe à la relégation à 2 minutes près. C'est quand même assez paradoxal. En 12 mois, vous passez donc de l'une des meilleures équipes à l'une des pires équipes. Ouf, parce qu'on est maintenu. On va jouer la première division l'année prochaine. Mais ce que je peux dire par rapport à votre question, l'année passée, on a frôlé, on a en tout cas raté de justesse le championnat. Voilà. Cela, en tout cas, nous a causé pas mal de difficultés. On n'a pas eu le championnat. On ne pouvait pas aller en campagne africaine et nos joueurs, certains avaient envie d'aller en tout cas en campagne africaine. Mais est-ce que vous n'avez pas manqué d'anticipation à ce niveau? Parce que les meilleurs joueurs de l'EFO, après la saison dernière, sont tous partis voir ailleurs. Parfois dans des clubs qui ne jouaient pas la campagne africaine, exemple Salitas. Oui, parce qu'en réalité, les gens ont vendu le rêve. Il faut qu'on se dise la vérité. On a vendu certains rêves, en tout cas à certains joueurs. Et si vous voyez, ceux qui sont partis, ils étaient en tout cas au niveau de l'IFO, le pilier bien sûr de l'IFO. Mais vous voyez en fin de saison, quel est leur rendement? Oui, mais qu'est-ce qui a manqué? Les autres ont vendu le rêve, mais qu'est-ce qui a manqué chez vous pour les retenir? C'est ça aussi. En réalité, à notre niveau, d'abord il y a la campagne africaine, qu'on a de justesse. Et certains nous ont dit clairement, bon, on veut bien rester à l'IFO, mais nous envisageons en tout cas aller en campagne africaine pour plus, en tout cas avoir en tout cas de la visibilité. Mais quand des joueurs quittent l'IFO, à Blassé, je veux bien, quand des joueurs quittent l'IFO, ils vont à Salitas, qui n'est pas qualifié pour la campagne africaine. Quand l'entraîneur adjoint quitte l'IFO, il va à Salitas, qui n'est pas qualifié pour la campagne africaine. Est-ce que quelque part, ce n'est pas les difficultés financières qu'ils ont pu rencontrer par-ci et là, qui les ont donc amenés à aller voir là où l'herbe est plus fraîche? Non, pas de difficultés financières. L'année passée,
Et l'année dernière, je pense qu'on était parmi les meilleurs, en tout cas, clubs en termes de rémunération et de régularité au niveau, en tout cas, des salaires. Pas à ce niveau. Je pense que les gens ont voulu voir un peu plus ailleurs. Voilà. Quand vous parlez du coach, et on a recruté un entraîneur titulaire en la personne de Lassina Sawadogo, et qui a composé son équipe. Et en fin de saison, on lui a en tout cas renouvelé notre confiance. Et c'est notre grande surprise que l'entraîneur adjoint, c'est le seul, puisque le préparateur de physique RSC, l'entraîneur des gardiens RSC, c'est l'entraîneur adjoint qui a décidé en tout cas qu'il souhaiterait en tout cas repartir à Salitas. Parce que vous n'oubliez pas qu'il était déjà à Salitas avant en tout cas de nous rejoindre. Et il a décidé en tout cas de repartir à Salitas. Donc on ne peut pas en tout cas parler, j'allais dire, en termes de moyens financiers, quand bien même je suis d'accord avec vous que, bon, peut-être parce qu'ils n'ont pas peut-être envoyé à un certain niveau les rémunérations ou les primes de signature que certains sont partis. Je suis d'accord avec vous. Vous disiez que vous étiez parmi les meilleurs là, en matière de paiement et qu'en matière de régularité aussi vous y étiez. Donc pourquoi est-ce que vous dites encore que c'est parce que vous n'êtes pas parvenu à... Oui, parce que vous voyez, certains étaient en fin de contrat. Et en fin de contrat, il va falloir renouveler le contrat. Pour renouveler le contrat, il faut encore discuter. Et comme vous le saviez, un joueur en tout cas qui donne entière satisfaction au niveau de son club, il va demander en tout cas de la bonification. Et c'est à ce niveau que pour certains, on n'a pas pu en tout cas se comprendre. On n'a pas pu encore s'accorder et ils sont partis. Mais on va remarquer, Geoffroy, si tu le permets, une équipe comme l'Étoile filante de Ouagadougou qui se retrouve à jouer le maintien, c'est notre grave. C'est vrai, jouer le maintien c'est autre chose. On peut parler de mauvaise performance, on peut se retrouver au milieu même au milieu du tableau, ça peut se comprendre. Mais là, venir jusqu'à la dernière, si c'était pas la victoire avec face à la Sonabel 2-0, c'était foutu. Ça c'est autre chose, comme dirait l'autre. Vous avez les grandes équipes souvent traversent des périodes difficiles. Des périodes difficiles qu'il va falloir comprendre. Nous, au niveau de l'IFO, on attend la fin de la saison pour faire le bilan. Bilan, nous reconnaissons qu'au niveau même des encadreurs, au niveau des dirigeants, au niveau des supporters, il y a en tout cas une organisation qu'il va falloir mettre en place pour donner en tout cas l'IFO, les moyens qu'il faut en tout cas pour booster un peu le niveau de notre football. Mais quand ça descendait, à un moment donné, je me dis on s'assoit, on se dit mais les gars, qu'est-ce qui va pas? Il faut qu'on se bouscule. On dit à l'entraîneur mais tout ce que tu fais comme choix, ça ne marche pas. On demande aux joueurs mais qu'est-ce qui ne va pas? Et en ce moment le diagnostic c'était lequel? Je pense que c'est tout ça aussi. Ils se sont contentés de débarquer le premier entraîneur. Oh ouais. Non, nous n'avons pas débarqué le premier entraîneur, je tiens à rectifier. Et quand les résultats ne suivaient pas, chaque fois, on échangeait avec les encadreurs, on échangeait avec les joueurs, on échangeait avec les supporters. Et je pense que c'est l'entraîneur qui a décidé en tout cas de rendre le tablier. Mais parce que la rumeur était persistante. Depuis plusieurs semaines, on disait qu'il allait partir, que voilà, ça n'allait pas. C'est une rumeur quand même qui a persisté, qui s'est enflée et finalement qui a pris forme. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion en tout cas de rencontrer et de recevoir ici l'encadreur. Oui. Il vous dira qu'au niveau du bureau, il avait la confiance du bureau. On l'accompagnait. Au niveau des joueurs, on cherchait en tout cas ce déclic, puisqu'il fallait un déclic pour en tout cas oublier en tout cas cette phase de la première des phases allées. Et ça ne venait pas. Et je pense que c'est lui qui a décidé ça. Encore nous, à notre niveau, on attendait même pratiquement la fin de la phase allée pour tirer les leçons et essayer en tout cas de voir les perspectives pour les phases de retour. Vous avez des difficultés avec toutes les équipes du championnat, mais vous n'en avez pas avec la meilleure équipe du championnat, parce que vous êtes les premiers à faire tomber la S-Douane. Vous avez encore éliminé cette équipe en Côte du Faso. Est-ce que vous aviez, on va dire, un sentiment particulier avec cette équipe de la S-Douane? Il y avait des comptes particuliers à régler? Non, il n'y a pas de compte particulier à régler avec la S-Douane. Et en phase allée, on a perdu contre cette même équipe de la S-Douane. Il n'y a pas eu de polémique au-dessus à ce niveau. C'était normal. Les phases de retour, nous avons un autre discours, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit au niveau des supporters, que ce soit au niveau des joueurs. Et on ne faisait pas de défaite en dehors de quelques nuls. Donc je pense qu'on était gonflé à bloc. Et on savait qu'on avait quand même des difficultés de scorer. Et l'encadrement a travaillé par rapport à ça. Et quand on affrontait le leader, oui, mais c'est tout à fait normal. L'année passée, nous avons vécu ça. Et c'était difficile. Quand une équipe rencontrait l'Étoile filante l'année dernière, mais c'est une finale. Parce que arriver à battre le leader
l'année passée, mais tu étais partout, toutes les chaînes. Oui, mais cette année, c'est pratiquement la même chose. Donc, il n'y a pas une question de revanche. Oui, mais attends, à battre la S-Douane, à faire la fête jusqu'à aller verser de l'eau sur le coach Kamou Malo, quand même, vous ne pensez pas que l'IFO est allé un peu loin dans cette histoire, quand même? Non, par rapport à cette situation, je pense qu'effectivement, nous déplorons ça au niveau de l'IFO, au niveau de la famille bleu et blanc. C'est des choses qui ne devaient pas arriver. Ça ne devait pas arriver, mais nous sommes dans un domaine de passion. Mais il n'y a pas une compétition dans la compétition face à l'Est-Douane? Non, parce que c'est ce qu'il veut dire. Compétition environnementale. Non. Bon, est-ce que ce n'était pas lié à des croyances supranaturelles, cette histoire de verser de l'eau sur Kamou Malo, parce qu'il avait fait, on estime que Kamou Malo, c'est Kamou Malo quand même, on a un petit peu peur, on s'est dit que le monsieur il est blindé de toutes parts, il faut lui verser de l'eau pour briser certains sorts. Est-ce que c'était pas ça qui vous a un peu traversé l'esprit? Nous, à l'EFO, je ne pense pas. Parce qu'à l'EFO, vous ne faites pas cette pratique. Hein? Et ce que moi, j'ai eu vent au niveau du stade, du 4 août, c'est que le match... Au municipal. Oui. Le match AS Douane à Saininga. Oui. Et à la fin des 90 minutes, le coach Kamou Malo est rentré dans ses vestiaires. Parce qu'il n'a pas le droit d'aller se soulager? Non. Oui. Je dis c'est normal pour se soulager. Il est ressorti et... Vous avez pensé que Safra a perdu. Oui. Et le commentaire autour des différents supporters faisait que, faut qu'on se le dise, c'est ce qui se dit au niveau du milieu. Oui. C'est pas simple. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes dans le domaine de passion, comme je vous l'ai dit. C'est pas les dirigeants qui vont, demander aux supporters de bouger à ce niveau. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai. C'est quoi aussi cette histoire de... Je sais que ça intervient un peu partout, hein, mais c'est dit de croyance supranaturelle dans notre football. C'est très ancré ici. On a vu la dernière fois le match qui s'est difficilement joué à 11 à 11, 11 contre 11 comme on le sait habituellement. À l'IFO, c'est vrai que vous dites que vous n'êtes pas dans ces choses-là, mais c'est des considérations qui demeurent très fortes d'ailleurs. Oui, je suis d'avis avec vous que nous sommes en Afrique. On est en Afrique. Quand vous parlez de croyances supranaturelles, il y a des gens, il y a des musulmans qui viennent, qui prient. Et avant de monter sur le terrain, il y a des chrétiens qui viennent et qui ont leur façon de prier également. Comme nous avons également des animistes aussi qui viennent et qui ont leur façon aussi de prier. Et de demander en tout cas que le bon Dieu également les assiste. Moi je pense que c'est dans ce sens. Il faut ne pas changer de Walkman. Celui de l'année passée, il est partout, quoi. Alors, Geoffrey également, si tu le permets, c'est une équipe qui a connu donc une saison en championnat très difficile, mais au contraire, qui a connu une insolente réussite en Coupe du Faso, puisqu'elle est qualifiée donc pour la finale où elle sera face à Saditas. C'est ça. C'est une occasion d'être à nouveau africain, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et au niveau de la Coupe du Faso, tenez bien que la Coupe du Faso coïncide avec les phases de retour. Voilà, avec les phases de retour, je pense que le discours a changé. Le changement d'entraîneur également, en tout cas, ça a donné du tournus en tout cas aux joueurs. Et c'est ce qui explique bien sûr notre position actuelle. Et vos objectifs dans cette finale, c'est quoi? La finale. Oui. On joue une finale. Oui. C'est pour remporter. Et vous allez encore verser de l'eau sur le coach Saditas? Ça n'a rien à voir avec ça. L'année passée, nous n'avons pas versé de l'eau sur un entraîneur. Oui. Cette année, en dehors du match à S-Douane, et je pense que ce n'est pas dans nos habitudes. Mais quand on voit les difficultés que vous avez connues entre novembre, décembre et janvier, des arrêts des salaires, et si vous remportez la Coupe du Faso, vous êtes africain, comment vous allez vous débrouiller donc pour recruter, pour vous renforcer et connaître une saison bien meilleure à celle-là? Je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Nous sommes en train de nous organiser, comme je vous l'ai dit. Il y a des défaillances à tous les niveaux. Au niveau des dirigeants, au niveau des supporters. Et je pense que si nous parlons le même langage, comme l'année passée également, il n'y aura même pas de problème, j'allais dire, de salaire. Parce que nous n'allons pas prévoir, en tout cas, donner aux joueurs ce que nous n'avons pas. Voilà, c'est en fonction de notre budget et je pense que un club comme l'IFO ne doit pas avoir de limite à son budget. Un club comme l'IFO ne doit pas avoir de limite à ses rêves. Parce que l'IFO, vous en convenez avec moi, que l'IFO, ce n'est pas le championnat ou la Coupe du Faso. L'IFO, ça doit être l'Afrique aujourd'hui. Ok. Je suis d'avis. Et l'équipe actuelle, nous avons pris l'IFO dans des situations difficiles. On a essayé d'impulser d'autres dynamismes pour en tout cas
nous donne les moyens en tout cas d'atteindre en tout cas la campagne africaine, et on est là-dessus. Et je pense que les jours à venir, après ce championnat, on va faire le bilan avec la grande famille bleu et blanc, et je pense que vous serez invités et vous verrez tout ce que l'IFO pourra faire, en tout cas pour les années à venir. Je pense que les bilans, c'est en fin de saison. Si on débute et qu'on vient à l'invitation du début de saison prochaine, c'est en fin de bilan qu'on va faire le... Quand vous dites cette équipe, elle est venue, elle a pris les rênes avec beaucoup de problèmes, c'est de quelles difficultés vous parlez? Nous avons pris l'équipe dans des difficultés financières, organisationnelles, parce que c'est à l'issue de la démission du président. Du PCA. Oui. Et quand on est venu, nous sommes venus, j'allais dire, en pompier au début. Voilà. Et on est venu, je pense que c'est en 2018. En mi-saison, je pense. C'était vers décembre, je pense. Oui, 2018. Janvier. Oui. Et on a essayé, en tout cas, de s'organiser. La première année, ça n'a pas été, moitié de la première année, ça n'a pas été facile. Vous avez fraudé la relégation. Il y a eu un match qui a fait parler à Zignaré. Oui, le match contre l'ASFA. Oui. Après ça, on a essayé en tout cas de s'organiser comme on pouvait. Et je pense que l'année passée, ça a commencé en tout cas à donner les résultats. Mais on n'a pas pu capitaliser pour les 2 années passées. Et je pense que l'année prochaine, vous aurez en tout cas une grande famille bleu et blanc. Mais l'Étoile filante n'a plus été champion depuis 2014. L'année prochaine, ça va faire 10 ans. C'est une longue période de disette pour l'Étoile filante. Vous ne pensez pas que c'est quelque part un échec de votre part? Je suis d'avis avec vous qu'une grande équipe comme l'Étoile filante de Ouagadougou ne doit pas faire plus de 10 ans sans remporter le championnat. Oui. Mais comme vous savez, toute grande équipe également traverse des difficultés, traverse des courants également qui nous sommes en train de travailler. Et je pense que l'année prochaine, comme je l'ai dit, je suis optimiste. Alors, Geoffroy, on a parlé des U17. Hein? Oui. Il n'y a pas de joueur de l'IFO dans la U17. Hein? Oui, effectivement, il n'y a pas de U17 au niveau de l'IFO. Parce que l'année passée, nous n'avons pas pu engager nos petites catégories. Voilà. Est-ce que vous en avez les petites catégories? Oui. Oui, sur le papier, j'en conviens. Est-ce que sur le terrain, dans la pratique, dans l'effectivité, est-ce que l'IFO a des U17? Oui, nous avons des petites catégories. Nous avons une académie même. Et pendant les vacances, je pense que certaines presses ont eu en tout cas l'invitation pour venir voir ce que les enfants peuvent prouver. Nous avons des minimes, nous avons des cadets. Mais il se trouve que l'année passée, il y a eu un problème. Le report au niveau du championnat des petites catégories a fait que nous avons jugé bon de ne pas engager, parce que nous avons déjà fait des licences, mais si vous engagez et qu'en milieu, comme certains l'ont fait, vous allez avec 7 joueurs, 6 joueurs, c'est pas intéressant, parce que c'était pratiquement en période d'année scolaire, et ça allait être beaucoup difficile au niveau de l'IFO. On a réfléchi ensemble, on s'est dit, c'est mieux de s'organiser, comme la faute ne nous incombe pas, parce que il y a eu pas mal de reports, préférant en tout cas attendre. Cette année, ils ont lancé. Je pense qu'au niveau des U17, nous allons participer au championnat. On espère que l'IFO va participer au championnat des U17. On a déjà fait les licences. C'est quand même l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros palmarès quand même de notre football avec l'ASFA Yenenga. Mais Geoffroy, depuis quelques années, l'IFO et l'ASFA, on va dire que c'était un marquage très serré entre les deux. Vous avez quel problème entre vous deux? J'ai envie parfois de vous poser la question. Non, nous n'avons pas de problème avec l'ASFA. Oui, mais c'est quoi? C'est une scène d'émulation ou bien Je pense que c'était un amour trop fort. Hein. Ils sont ensemble quand ils sont au-dessus, ils sont encore ensemble quand ils sont en dessous. Oui, vous avez, je suis d'avis avec vous qu'au niveau des clubs comme IFO, ASFA et Nenga, nous devons repenser notre façon de gérer notre football, notre façon de trouver des sponsors, notre façon de gérer nos supporters. En gros, c'est une organisation au niveau de ces différents clubs-là qui peut en tout cas nous faire rêver encore, comme quand on était plus gamin, au temps des Golbert, des Bemba Touré, des Rouquins et autres. Nous sommes là-dessus. Et je sais qu'à l'ASFA également, ils sont en train d'échanger. Vous voyez, il y a pas mal de difficultés. Mais tout ce que nous recevons ici sur ce plateau disent la même chose. On a l'impression que il y a une économie du sport là qui n'est pas bien huilée. Il faut repenser le modèle. Il y en a qui disent qu'il faut aller à aux sociétés sportives et tout. Parce que c'est la solution. Ailleurs, ce sont plutôt les supporters qui font l'équipe. Ici, c'est un modèle qui n'est pas pareil. C'est plutôt des mécènes. C'est des gens qui aiment tellement le club qui mettent la main à la poche. Quand vous le perdez, ou bien lorsqu'il décide de s'en éloigner, le club automatiquement il a des problèmes.
Oui, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, au niveau du championnat burkinabé, nous avons 2 ou 3 types de clubs. Oui. Nous avons des clubs qui sont dirigés par des particuliers. Ça veut dire que, bon, je crée mon club, mon académie Jean Raimo, COSAF, et nous, ça dont on parle. Oui. Et j'ai mes moyens. J'ai mes moyens, à travers la formation, j'arrive en tout cas à avoir quand même les moyens, en tout cas pour gérer mon équipe. Il y a des équipes comme USFA, je vais parler de l'USFA, de la S-Douane. Oui. Là, quand même, c'est des sociétés où, en tout cas, c'est adossé à des structures assez puissantes. Donc là-bas, c'est pratiquement sûr, ils n'auront pas de problème, il faut la gestion. Alors que des clubs comme l'EFO, l'ASFA Eninga, le RCK, non seulement il faut d'abord courir chercher l'argent, il faut gérer ton équipe, il faut gérer l'environnement de ton équipe. Ça devient un peu plus compliqué. Mais nous devons repenser, comme vous le dites, repenser l'organisation de ces différents clubs. De par le passé, nous avons peut-être des hommes d'affaires, des politiciens qui pouvaient en tout cas mettre la main dans la poche. Nous devons repenser autrement pour avoir un sponsor durable qui va nous permettre en tout cas d'avoir des projets à long terme. C'est ce qui manque au niveau de l'EFO et à l'ASFA Eninga. Si nous arrivons à avoir ces projets à long terme, c'est pratiquement sûr que nous n'allons pas en tout cas continuer à jouer le bas du tableau. Ça, c'est pratiquement sûr. D'accord, c'est ce qu'on va vous expliquer, Sania Blassé, que vous ne jouez pas le bas du tableau. Et puis surtout qu'il y a des possibilités de campagne africaine. Parce que c'est un bon argument aussi pour faire venir les joueurs. Oui, effectivement. On espère que ça vous allez tenir par le bon bout. Inch'Allah. Encore faudrait-il qu'il remporte la finale de la Coupe du Faso face à Salitas. C'est cela. Bon. Qui aussi lorgne la campagne africaine. Il y a une possibilité. Donc c'est le bon bout là qu'il faut continuer de tenir. En tout cas, merci. Non, merci à toi. Johnson William d'être passé. Merci à Sania Blassé aussi d'être passé. Moi, je vous remercie. Au nom de la grande famille Bleu et Blanc, nous avons toujours été invités pour en tout cas donner notre avis sur certains sujets. Nous vous remercions. Ça a été un plaisir. Et cela met aussi fin à ce JDS, Journal du Dimanche Soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme va se poursuivre sur True TV. Et puis n'oubliez pas, tout à l'heure, juste après le JDS, vous aurez droit au film documentaire de Richard Tiennet sur le tribunal de l'actualité. Donc, vous voyez ça de l'intérieur, donc comment est-ce que les choses se passent avec des témoignages. Nous, on va prendre congé ici et maintenant de vous. Restez donc fidèles à notre programme et on se dit à dimanche prochain. D'ici là, portons-nous bien.